Bonjour, alors nouvelle vidéo, la vidéo sur l'actualisation en matière de responsabilité civile, alors plus précisément d'obligations délictuelles, avec les différentes décisions importantes que j'ai pu trouver, importantes ou parfois un peu moins importantes, mais celles qui me semblaient intéressantes à soulever sur euh, les différents aspects de la responsabilité civile. Donc j'ai fait une sorte de plan, hein. C'est le plan que j'utilise toujours sur d'abord la responsabilité civile, ensuite le dommage, le lien de causalité, le fait personnel, le fait des choses, le fait d'autrui et les différents régimes spéciaux. Euh, voilà. Donc on va commencer rapidement. Euh, je ne vais pas parler de certains régimes de responsabilité. Je pense par exemple aux troubles anormaux du voisinage, mais n'ayez conscience que c'est des choses ça reste de la responsabilité civile classique. Euh, donc pensez bien à tous les régimes de responsabilité au sens du Code civil qui peuvent tomber lors du cas. Voilà, donc on va commencer d'abord. Alors sur la première partie, euh, donc que j'ai nommé responsabilité civile, donc une partie un peu large qui regroupe pas mal de choses, un peu une sorte d'introduction. Euh, Quelques décisions, alors quelques rappels généraux. D'abord distinction responsabilité civile, responsabilité pénale. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer les deux. Ce qui est important, c'est de rappeler que dès lors qu'on a une victime d'une infraction pénale, elle a la possibilité, elle a le choix d'agir au pénal ou en civil. Elle a une option. Simplement, si elle agit au civil, eh bien le juge civil doit sursoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal répressif rende sa décision relative à l'action publique. C'est pour ça que c'est le criminel tient le civil en l'état. Et donc, et en application de l'autorité euh, sur le civil de la chose jugée au criminel, euh, en application de ce principe, eh bien, le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été décidé par le juge pénal. Si on a une condamnation pénale, alors il y aura nécessairement une faute civile. Euh, mais l'inverse n'est pas vrai. Pourquoi je fais ce petit rappel là? Parce qu'on a un arrêt qui est intéressant. Donc c'est le premier arrêt, l'arrêt de la deuxième chambre civile du 5 mars 2020. Euh, Dans cet arrêt important, donc la Cour de cassation rappelle le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, mais elle nous rappelle le principe que cette autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à l'existence du fait qui forme la base de l'action commune de l'action civile et de l'action pénale. Donc uniquement sur l'existence du fait, à sa qualification et à l'innocence ou à la culpabilité de la personne. Mais l'autorité de la chose jugée, elle ne porte que sur ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas, par exemple, à la durée de l'interruption de temps de travail de la victime qui a été retenue par le juge pénal. Je m'explique dans les faits. Dans les faits, le juge pénal a retenu une infraction, la qualification d'une infraction de violence avec arme avec ITT inférieur à 8 jours. Donc le juge pénal dit ITT inférieur à 8 jours. Simplement, donc la victime veut se faire indemniser. Comme souvent, elle saisit la CIVI. Donc là, je vous renvoie à votre droit pénal pour savoir ce que c'est, ce qu'est la CIVI. Rapidement, globalement, on a une indemnisation intégrale du préjudice si on a un ITT, une interruption temporaire de travail, qui est supérieure à un mois. Là, dans ce cas, on a une indemnisation intégrale. Si on a l'infraction cause une ITT inférieure à un mois, alors en fait, on a des plafonds qui existent. La CIVI met en place des plafonds. Donc on a tout l'intérêt à ce que l'ITT soit supérieur à un mois pour avoir une réparation de l'intégralité du préjudice. Et là, c'était toute la question en fait. Parce que le juge pénal a dit ITT inférieur à 8 mois, à 8 jours. Donc elle, la CIVI, quand elle a reçu la demande de la victime, elle s'est dit bah non, le juge pénal il dit ITT inférieur à 8 jours, donc vous ne pouvez pas réclamer l'intégralité de votre indemnisation, de votre préjudice. Donc se poser la question de l'autorité de la chose jugée par rapport à cet ITT, qui n'est pas un élément
de qualification de l'infraction, ou indirectement. Et donc là, la Cour de cassation nous dit non, l'ITT ne rentre pas dans l'autorité de la chose jugée, et donc devant la CIVI, on peut avoir une ITT, ou en tout cas d'une manière générale pour l'indemnisation de son préjudice, on peut avoir une ITT qui est complètement différente pour le calcul de l'indemnisation du préjudice. Et donc là, potentiellement, la CIVI ne peut pas invoquer l'autorité de la chose jugée pour dire ITT inférieur à 8 jours. Potentiellement, l'ITT peut être au-delà, et donc c'est en cela que c'est une décision qui est assez intéressante pour, sur la portée d'autorité de la chose jugée. Voilà sur cet aspect-là. Ensuite, responsabilité contractuelle, responsabilité extra-contractuelle ou délictuelle. Encore une fois, je ne vais pas vous faire l'affront de vous refaire de vous expliquer la différence. Mais pensez bien voilà, à toutes les règles différentes sur le tribunal compétent, sur l'existence de clauses, sur la loi applicable, et ainsi de suite. Ça, c'est toujours très important, notamment les clauses limitatives de responsabilité qui ne sont pas admises en matière délictuelle. Ça, c'est toujours important. Et donc aussi, bien sûr, faire le lien avec si vous avez un cas pratique avec une clause, mais premier point, vous demandez la nullité du contrat et vous parvenez à l'annulation du contrat, eh bien, potentiellement tout le contrat est annulé, donc on retombe sur une responsabilité délictuelle, mais on peut avoir la survie éventuelle de certaines clauses. Ce qui reste assez compliqué. Responsabilité contractuelle et extra-contractuelle, là simplement, alors je l'ai mis là, c'est qu'on n'est pas forcément dans cette dualité, sur le fameux arrêt de l'Assemblée plénière du 13 janvier 2020, dont j'ai parlé dans la première vidéo pour la correction du cas pratique. Un arrêt de l'Assemblée plénière, donc c'est important, même si ce qu'il nie, il n'y a rien de... Enfin, il y a rien d'extraordinaire. Il y a quand même des choses importantes qui sont explosées, mais il n'y a rien de nouveau. On n'a pas un revirement de jurisprudence. Donc dans cet arrêt, donc je vous replace le contexte, mais vous vous en souvenez très bien. Donc on sait 6 octobre 2006, Assemblée plénière, l'arrêt Bootshop ou Miro. Et donc la Cour de cassation nous dit que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Pourquoi cette solution? En fait, c'est bien dans la formulation des nouveaux arrêts de la Cour de cassation, on a aussi une exégèse un peu des solutions de la jurisprudence. Point 14, ce principe énoncé était destiné à faciliter l'indemnisation du tiers à un contrat qui, justifiant avoir été lésé en raison de l'inexécution d'obligations purement contractuelles, ne pouvait caractériser la méconnaissance d'une obligation générale de prudence et de diligence, ni du devoir général de ne pas nuire à autrui. On ne pouvait pas aller sur la faute d'imprudence ou de ne pas nuire à autrui, et donc on a trouvé, on dit, on peut, la faute, le fait générateur, c'est le manquement contractuel. Et donc, ici, donc, dans cette affaire, c'était, on avait une demande d'indemnisation d'un tiers à un contrat d'alimentation en énergie, qui en raison de l'interruption de la fourniture d'énergie, avait subi un préjudice d'exploitation. Parce qu'elle était en lien avec la société qui a subi elle-même directement l'interruption de l'alimentation. Et donc là, c'était une société qui était en lien commercial avec cette société qui a subi directement l'interruption. Et donc elle a subi un préjudice d'exploitation. La Cour d'appel le refuse en exigeant une faute. Il dit, vous ne démontrez pas que vous avez que le fournisseur d'énergie a commis une faute à votre encontre. Eh bien, la Cour de cassation, en fait, assez logiquement, réaffirme sur le fondement délictuel ou quasi délictuel, ça ne faisait pas trop de doute, que le fondement, tout en réaffirmant le fondement délictuel ou quasi délictuel de l'action en indemnisation du tiers au contrat, l'Assemblée plénière a considéré que la caractérisation d'un manquement contractuel suffisait à ouvrir à ce tiers droit à réparation, à la condition, bien sûr, que ce manquement lui ait causé un dommage. Donc, on réaffirme, la Cour de cassation dans cet arrêt d'Assemblée plénière réaffirme sa solution. L'intérêt peut-être un peu plus important, c'est qu'elle
elle accorde plus d'importance au lien de causalité. C'est le point 22 de l'arrêt, hein, vous irez le voir. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle. Mais le gros du travail, ce sera de démontrer le lien de causalité entre le manquement contractuel et le préjudice subi. Donc là, la Cour de cassation met plus en avant justement cette démonstration du lien de causalité. Sur tout ce travail-là, je vous invite à aller voir l'avis du premier avocat général près de la Cour de cassation qui a son avis est sur le site de la Cour de cassation, donc c'est assez intéressant. Il explique, alors il avait un avis différent de la solution qui a été retenue par la Cour de cassation. Donc allez lire par intérêt. Après, ne perdez peut-être pas non plus trop de temps parce que ça reste assez doctrinal et qu'aujourd'hui, pour les RFPA, il faut oublier un petit peu l'approche doctrinale. On reste sur la caractérisation, sur les solutions qui existent aujourd'hui. Ne partez pas trop effectivement dans la doctrine. C'est plus pour votre intérêt si un soir vous avez envie de travailler sur ça. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est le travail sur le lien de causalité. Avec quelle approche est-ce qu'il faudra prendre en compte l'équivalence des conditions ou la causalité adéquate. Ça peut être aussi une des questions où là la Cour de cassation ne répond pas à cette question. Voilà, et donc pour terminer, alors je l'ai mis entre parenthèses parce que il n'y a rien d'extraordinaire, parce que c'était intéressant, je suis tombé dessus un peu par hasard, cet arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 12 mai 2020, et je vous en ai parlé rapidement, je crois, dans la première vidéo par rapport au cas pratique, où là on était une sorte d'application de cet arrêt de l'Assemblée plénière du 13 janvier 2020, où on avait une bailleresse qui avait été condamnée pour défaut d'entretien du mur d'un garage, parce que le mur de garage s'était effondré sur un véhicule qui appartenait au compagnon du locataire. Au compagnon du locataire. Donc qui n'était pas en lien contractuel directement. Là, ce qui est intéressant, c'est que la Cour d'appel de Lyon nous dit que le véhicule était légitimement entreposé par la volonté conjuguée de son propriétaire et de la locataire. Parce qu'ils vivaient en couple, et quand bien même le propriétaire du véhicule habitait dans le local, il n'était pas en lien contractuel. Mais c'était notamment sur le fondement de la vie privée dans le bail. Et bien en fait, on peut dans le logement, on peut inviter qui on veut dans sa maison. Et donc c'est pour ça qu'il était légitimement proposé. Le véhicule était légitimement entreposé sur la place de parking et qu'il pouvait réclamer l'indemnisation de son préjudice. Mais peut-être que ça ne sera pas exactement la même solution si le véhicule n'est pas légitimement entreposé. En tout cas, on peut se poser la question, notamment dans le cadre c'est ce qu'on avait évoqué si on imagine les locations d'Airbnb ou autres qui ne sont pas forcément autorisées, qui sont peut-être parfois interdits par le syndicat de copropriété et donc qui devraient être interdits dans le bail ou qui sont même directement interdits dans le bail. Là, ça pourrait poser une question. Je n'ai pas la solution, mais on pourrait se poser la question. Voilà sur cette première partie.